Dernière nouvelle de dernière minute d'ici, du Donbass. Tout d'abord, des manifestations éclatent en Ukraine. Ensuite, l'Ukraine, ou plutôt le régime de Kiev, déclare quasiment la guerre. Et pas à n'importe qui. Il ne s'agit pas ici de la Fédération de Russie, ni de Vladimir Poutine. Aux États-Unis, et donc presque personnellement à Donald Trump, oui, à son administration, c'est certain. Commentons cela immédiatement, ce qui fera grand bruit. Et cela pourrait être le premier clou si l'Occident veut saisir cette opportunité, effectivement, pour se débarrasser de Zelensky dans le cercueil du président ukrainien encore en poste, bien que déjà extrêmement délégitimé. Mais avant cela, deux nouvelles que je ne peux tout simplement pas retenir parce qu'il se trouve que, point numéro 1, ces avions Mirage 2000 que la France a envoyés à l'Ukraine, qui en réalité, n'était rien d'autre que de la ferraille. Et en fait, la France n'a fait que suivre la voie de tant d'autres pays occidentaux, auxquels l'Australie s'est même récemment jointe, qui, en gros, se sont simplement débarrassés de leurs déchets. En somme, ils ont éliminé les surplus de leurs entrepôts militaires. Mais en plus, ils ont essayé par ce moyen de nuire à la Fédération de Russie. Et quelque chose d'encore plus important, s'enrichir aux dépens d'un pays qui de toute façon, à un moment donné, cessera d'exister. Que ce soit parce qu'il ne lui restera plus d'hommes ou parce qu'il ne lui restera plus de territoire. Parce que oui, en effet, l'Occident ne s'est jamais soucié ni de l'Ukraine, ni encore moins de sa population. Eh bien, ces bons avions commencent déjà à bien se comporter au combat. Pratiquement, je vous dirais qu'ils combattent presque en faveur de la Fédération de Russie parce qu'ils contribuent à éliminer des effectifs ukrainiens presque avec la même efficacité que les avions de la Fédération de Russie. Parce que bon, et ça, si le pilote n'était pas de l'OTAN, parce que dans ce cas, c'est l'OTAN qui se bat contre elle-même. Parce que bon, il s'avère qu'en livrant de la ferraille, cette ferraille pouvait à peine tenir dans les airs. Et l'avion, le premier Mirage 2000, s'est effectivement écrasé il y a seulement quelques heures. Et cela s'est produit parce qu'il semble qu'il avait quelques défaillances. Eh bien, je vous résumerai ça en disant qu'il a démarré, et c'est déjà une chance. Et à partir de là, tout n'a été qu'un enchaînement de chances, jusqu'à ce que la chance, finisse complètement. En second lieu, une nouvelle également très importante. Cet après-midi, selon la confirmation de la partie russe, ces négociations entre la Russie et l'Ukraine vont avoir lieu à Istanbul. Ce sera le 3e round de ces discussions. Donc, il est très probable que nous analysions ces informations, d'une part dans le rapport de demain, mais surtout dès que les premières données seront disponibles. Elles apparaîtront, comme d'habitude, sur ma chaîne Telegram Liusivaya ou à Liusivaya, tout attaché, comme sur le reste de mes réseaux sociaux, et je les mettrai aussi ici en commentaire. Dans le cas où j'aurais déjà publié, je mettrai en commentaire la publication que j'aurais faite sur Telegram à ce sujet. Je ne m'attendrai pas à trop tarder. Peut-être quelques échanges de prisonniers, mais bon, les détails viendront lorsque cela se produira et que les négociations en question seront terminées. En attendant, pourquoi ces manifestations ont-elles éclaté en Ukraine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, pourquoi l'Ukraine a-t-elle tenu tête? Ou, elle a en réalité déclaré presque la guerre aux États-Unis. Et ici, le régime de Zelensky, je dirais qu'il n'a pas agi de manière très prudente. Je pense qu'il a été dépassé par le fait que les États-Unis ont commencé à lui mettre la pression. Et il y a seulement quelques heures, le bureau présidentiel, personnellement Volodymyr Zelensky, et ensuite le Parlement ukrainien ont approuvé une loi qui a justement entraîné cette mobilisation. Qui, en réalité, ne vient pas du peuple ukrainien, mais plutôt de la partie occidentale du même jeu d'échecs ukrainien ou presque directement de l'Occident. Nous allons en parler tout de suite. Mais la loi consiste d'une certaine manière à réduire les pouvoirs, même si de facto, je dirais que cela équivaut pratiquement à la dissolution des deux organismes. D'un côté, il y a le Bureau national anti-corruption, appelé ainsi NAVO, et de l'autre côté, NAVO, si vous voulez, nous allons l'appeler comme ça. Parce qu'en réalité, le rôle qu'il jouait était plutôt insignifiant, et maintenant Zelensky veut qu'il soit encore plus insignifiant. Je vais vous expliquer pourquoi.
et d'un autre côté, le parquet anticorruption. En gros, ce qui se passe, c'est qu'avant, c'était deux organismes qui travaillaient de manière assez indépendante. Ou du moins, c'est ce qui pouvait se passer sur le papier. Et ils pouvaient contrôler presque tous les domaines, aussi bien politiques que bien sûr presque militaires de l'Ukraine. Mais surtout, ils se concentraient sur le politique en termes de, effectivement, freiner la corruption qui, existe réellement dans le pays. On ne pouvait pas savoir, mais bien sûr, quelle était vraiment la particularité de ces organismes. C'est qu'en 2016, si je ne me trompe pas, peu après que le Maïdan ait eu lieu, ils ont été créés, oui, mais pas par les institutions ukrainiennes, ni par les politiciens ukrainiens, mais ils ont été créés directement par l'Occident, en particulier par les États-Unis. C'est Washington qui contrôlait jusqu'au moment de la promulgation de la loi. C'est là que vient cette déclaration de guerre assez sérieuse, assez ferme, que je pense que Zelensky a faite parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais c'était Washington qui contrôlait les institutions en question qui, il faut le dire, n'étaient sous le contrôle ni du bureau présidentiel ni du Parlement ukrainien. Et donc, effectivement, même si en théorie elles étaient indépendantes, elles ont récemment commencé à vouloir enquêter sur le cercle le plus proche de Vladimir Zelensky, ce qui ne lui a visiblement pas beaucoup plu. Et donc, seulement quelques semaines plus tard, il a effectivement décidé d'y mettre fin. Parce que, enquêter pratiquement directement sur sa propre famille, qui doit être des gens extrêmement honnêtes. Je pense que, comme on dirait, en Russie, ça ne passe nulle part, que cela ne peut pas arriver. Il fallait y mettre fin, donc effectivement, on y a mis fin avant que cela n'arrive. La société ukrainienne, a déjà commencé, pas toute la société, mais les étudiants, certains groupes plus libéraux, c'est-à-dire ceux qui ont été trompés sur le moment, et surtout ceux qui sont pratiquement déjà à la solde de l'Occident. Parce que n'est-il pas surprenant que la population ukrainienne ne se soit pas soulevée, même de façon minime, contre la mobilisation forcée qui a lieu dans le pays? Je vous assure qu'il y a des gens extrêmement désenchantés par cela, c'est-à-dire qu'ils ne se soulèvent pas pour ça, mais maintenant, ils descendent dans la rue parce que, je ne sais pas, un bureau anticorruption cesse de fonctionner. Alors qu'en réalité, c'est ça le point important. Il n'a jamais vraiment fonctionné comme tel, parce que les politiciens ukrainiens faisaient et défaisaient à leur guise. Mais le bureau en question recueillait plutôt des données pour avoir, un dossier suffisamment épais sur chaque politicien qui comptait un tant soit peu sur la scène nationale ukrainienne afin de pouvoir sortir ces informations si nécessaire. C'était pour pouvoir bien tenir par les couilles le politicien concerné, y compris bien sûr le président ukrainien lui-même. Je pense que tant qu'il ne posait pas de problème, le bureau de Zelensky ne lui prêtait pas vraiment attention. Mais maintenant qu'il a commencé à déranger, ils ont décidé que c'était hors de question. Et il semble que dernièrement, sa relation avec Trump s'améliorait pas mal. Ils ont décidé que c'était peut-être le bon moment pour le faire, ou peut-être qu'ils l'ont simplement fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Parce que, je le répète, les enquêtes étaient déjà en train de cibler le cercle le plus proche du président ukrainien. Et bien sûr, que se passe-t-il maintenant? Après l'adoption de cette loi, ce qui se passe, c'est que les deux institutions en question, à partir de maintenant, elles passent sous le contrôle du parquet général ukrainien, qui lui-même est sous le contrôle total du bureau présidentiel. Au lieu d'être au service de Washington, elles passent à être directement sous le contrôle absolu, ou presque, du bureau présidentiel. Et donc, elles passent à être presque personnellement au service de Zelensky. Nous verrons, parce que ça va être la partie la plus intéressante, laquelle va finir par être là. Réaction américaine. Parce que maintenant, l'Occident a bougé et a sorti pour l'instant dans la rue tous ces groupes qu'il a justement pour des occasions similaires. Pour l'occasion, justement, où il faut créer le chaos X dans le pays. Et dans ce cas, nous parlons de l'Ukraine. Mais attention, au bureau présidentiel, ils n'étaient pas idiots non plus, parce qu'ils étaient pas là à attendre, presque déjà à l'intérieur.
Je sais qu'ils étaient dans un bunker en train de regarder pour voir si la révolution éclatait avant d'approuver la loi. En d'autres termes, ils ont divulgué l'information et observé la réaction potentielle. Et au moment où ils se sont rendus compte que ce ne serait pas si massif que ça, eh bien ils ont dit « Vas-y, avance, au moins ma famille sera sauvée ». Et ainsi, on continue à se remplir les poches, mais alors vraiment bien. Attention, je doute fort que le bureau de Trump laisse Zelensky faire ça. Eh bien, il l'a déjà fait, mais je ne pense pas qu'il n'y aura aucune réaction, même si c'est de manière indirecte. J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet, parce que c'est que il lui a lancé une pique, pratiquement un gant à la figure, de façon non seulement directe, mais aussi flagrante. Ce qui, pour le président des États-Unis, on sait déjà que c'est l'une des choses qu'il supporte le moins. Nous verrons ce qui va se passer ensuite. Mais le régime de Kiev, je pense qu'il doit être pris entre le marteau et l'enclume avec ses enquêtes. Mais surtout, à partir de maintenant, dans le cas où l'Occident, surtout les États-Unis, voudrait se débarrasser de la valise ukrainienne, il pourrait en profiter comme première étape pour cette action. Parce que les médias occidentaux ont déjà commencé à écrire que l'Ukraine commet cette première atteinte à la démocratie, comme s'il y avait une once de démocratie en Ukraine. Mais bien sûr, dans le cas où on dirait ensuite à l'Ukraine qu'il n'y a plus d'armes, vous avez des informations à ce sujet sur ma chaîne Telegram, il semble que les systèmes patriotes, par exemple, prendront environ 8 mois à être livrés. Et ça, c'est un seul, attention, un seul. Mais bon, quoi qu'il en soit, les États-Unis peuvent très bien profiter de cela, surtout à long terme, parce que quelques mois plus tard, après avoir laissé passer le temps et abandonné l'Ukraine de plus en plus, ce n'est qu'une possibilité. Attention, je ne pense pas qu'ils vont vraiment abandonner l'Ukraine en ce moment, mais nous verrons parce que Trump peut parfois être absolument imprévisible. Quelques mois plus tard, ils peuvent toujours dire que de ces problèmes viennent ces situations, c'est-à-dire, ils n'ont pas voulu de démocratie, ils ont fermé tous les bureaux anticorruption. Nous avons dit, parce que l'Union européenne a dit de ne pas le faire, nous avons dit qu'ils ne devaient pas le faire. Mais maintenant, tu vois, on doit les laisser tomber. Comme si on allait les abandonner, on ne les a jamais laissés tomber, c'est juste qu'ils ne nous ont pas laissé d'autre choix.